Allô, bienvenue sur cette première vidéo sur la chaîne Mian the Writer. Je m'appelle Jessica, je suis auteure ainsi que blogueuse au monde imaginaire de Mian. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi l'auteur Magali Laurent, auteur de la trilogie Billy, BOA, Demi-Vie, ainsi que 3 romans frissons, un roman dans le nouveau collectif Prodige chez ADA et un roman singulier nommé Le Gré l'Enfant. Cette vidéo sera composée en 2 sections, soit celui sur l'écriture et une section opinion où Magali pourra nous dire ses opinions sur le monde littéraire québécois. Bonjour Jessica. Je m'appelle Magali Laurent, donc je suis auteure professionnelle depuis 2013, date à laquelle j'ai sorti mon premier roman. Et je suis également réviseur linguistique, coach littéraire et rédactrice, donc à côté de mon travail d'auteur. Donc j'ai publié plusieurs trilogies. La première, c'était la trilogie Billy, donc, dont le premier tome est sorti en 2013. C'est une trilogie fantastique jeunesse. Après ça, j'ai écrit la trilogie BOA, donc, qui est une trilogie post-apocalyptique, donc de science-fiction, aux éditions de Mortagne. Billy était sorti aux éditions de La Bagnole. Et moi, j'ai commencé sur les chapeaux de roue, c'est 2 très grosses trilogies pour commencer ma carrière. Après ça, j'ai écrit un petit roman paranormal qui n'a pas encore été publié, qui va être publié au printemps l'année prochaine, en 2022. J'ai eu la confirmation. Donc, comme quoi, parfois, le processus d'édition peut être long. On va peut-être en parler. J'ai écrit celui-là, je pense, un petit tome pour dire de décompresser un petit peu des trilogies. Et je suis repartie dans une trilogie après ça avec Demi-Vie, qui devait à la base être un 2 tomes, qui est devenu une trilogie pour finalement devenir une quadrilogie, je crois. Et puis, entre-temps, j'ai écrit quand même des romans uniques. Donc, j'ai sorti mon premier roman qui n'était pas un roman de genre, qui est Le Gré l'Enfant, aux éditions Bayard. C'était un roman social pour les adolescents. J'ai publié aussi des romans dans la collection Frisson. Donc là, je revenais un petit peu à mes amours de jeunesse. J'en ai publié 3 en date d'aujourd'hui. Et j'ai également, ma dernière nouveauté, c'était un collectif. Donc j'ai écrit un roman dans le cadre d'un collectif fantastique jeunesse qui s'appelle Prodige. Et c'est aux éditions ADA. Et mon roman, c'est Cassandra et la pierre de givre. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de ce que je fais. Magali, tu es auteur, tu es réviseur, mais avant toute chose, tu es une passionnée d'écriture. Pour cette première question, je te demande quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait débuter l'écriture? J'ai grandi avec des grands noms, Stephen King, Peter Straub, Marion Zimmer Bradley, René Barjavel, qui est un auteur de science-fiction français. C'est un classique en science-fiction en France. Et quand j'avais 14 ans, j'ai lu La Nuit des Temps, justement, de René Barjavel, qui est quand même un roman assez lourd à lire pour quand on est adolescent. En fait, je réalise aujourd'hui que je n'avais pas tout compris de ce qu'il voulait dire, mais la trame scénaristique, le scénario était tellement puissant et c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Donc, quand j'ai terminé ce livre-là, il y a une histoire d'amour absolument fascinante derrière tous les complots mondiaux qu'on traite ce roman. Et donc, j'ai refermé ce livre-là et je me suis dit, ah d'accord. Donc, en fait, il existe un métier qui consiste à procurer des émotions aux gens, alors à les faire rêver et à les faire sortir de leur quotidien. Et je me suis dit, mais c'est donc génial. Moi qui suis une passionnée de lecture, pourquoi je ne deviendrais pas écrivaine finalement? Donc c'est vraiment ce jour-là que j'ai eu ce choc-là, cette révélation. J'avais 14 ans et je voulais absolument devenir écrivaine. Et donc, à partir de ce moment-là, tu t'es mise à l'écriture. Oui, j'ai commencé à écrire des nouvelles. J'écrivais surtout des nouvelles fantastiques parce que c'est ce que je lisais beaucoup à l'époque. Puis la science-fiction, ça me paraissait encore un petit peu difficile. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles fantastiques que j'ai presque tout jeté, malheureusement, parce que je n'étais pas satisfaite de moi. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'écrivais comme
hein. Moi, j'avais des idoles et j'écrivais comme mes idoles. Donc, le plus difficile, effectivement, ça a été de me détacher de leur style à eux pour essayer de trouver mon style à moi. Mhm. Donc oui, beaucoup d'années, de nombreuses années d'expérimentation et d'écriture de nouvelles avant de me lancer dans Billy, qui a été mon premier roman. Donc, deuxième question. Tu as commencé l'écriture de Billy, qui est le premier tome de ta première trilogie. Dans quelles circonstances as-tu entamé l'écriture de ce manuscrit? En fait, je l'ai entamé peu de temps après avoir commencé à écrire. Billy, c'est vraiment une longue histoire. Au début, ça s'appelait Easy Lac, parce que le monde, c'est le monde d'Easy Lac. Puis au début, Billy, il n'existait pas. Donc, avant de créer mon personnage, j'avais créé un univers. Donc, j'avais créé l'univers d'Easy Lac, qui est un univers vraiment de fantasy, avec plein de créatures magiques. Et je bloquais en fait sur. Je savais que je voulais écrire quelque chose dans cet univers-là, mais je bloquais sur le comment. Donc ça m'a pris. Je pense que j'ai commencé à écrire, je devais avoir 15-16 ans. Alors, j'ai commencé à imaginer cet univers et j'ai publié Billy à l'âge de 32 ans. Donc tu vois, ça m'a vraiment pris du temps avant de trouver l'angle. Avec lequel j'allais exploiter ce monde. Et c'est drôle parce que c'est quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté mon pays, quand je me suis expatriée, en fait, j'avais 26 ans. Oui, j'avais 26 ans quand j'ai quitté la France. Et c'est en vivant cette expatriation-là que le personnage de Billy m'est venu. Parce que oui, Billy, c'est ça, hein, c'est un personnage qui se cherche, qui a quitté son pays aussi. Et puis, bah, lui, il va devoir se trouver carrément dans un autre univers. On n'est même pas, il change même pas de pays, il change de monde Oui. complètement. Et il arrive dans un univers parallèle au nôtre. Et du coup, j'ai fait plein de liens entre ce que Billy vit, les difficultés qu'il rencontre, les nouvelles personnes, les nouvelles amitiés et tout ce que ça implique d'être expatrié et moi, ce que je vivais. Oui, Donc, dans le fond, tu as mis ton ressenti dans le personnage de Billy. Donc, dans un sens, Billy, c'est un peu toi. ben, oui, je pense que c'est un des personnages qui me ressemble le plus dans sa combativité aussi, dans son combat pour trouver qui il est. Embarquons maintenant dans la troisième question. Comment s'est déroulée ta première publication? J'ai eu beaucoup de chance en fait parce que moi on m'a toujours dit, j'avais toujours entendu que être publié c'était difficile, que les maisons d'édition prennent entre 2 et 3% environ des manuscrits qu'elles reçoivent. Et je me suis dit, bon, bah, j'étais prête pour la galère en quelque sorte. Je m'étais dit, bon, bah, ça va être dur. Et donc j'écrivais Billy et Billy c'est comme un gros roman. Puis je suis assez perfectionniste, alors je le travaillais, puis je le retravaillais encore, j'en sortais pas de ce roman-là. Et mon conjoint me disait, bah, il serait peut-être temps de l'envoyer, etc. Sauf que je me trouvais toujours des excuses parce que j'avais peur du refus, justement. Comme je suis quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en soi, bah voilà, je l'aurais, je pense, très mal vécu. Et j'ai eu la chance de retrouver ici au Québec un ami avec qui j'avais fait mes études de journalisme en France et lui était venu s'installer à Montréal et on s'est retrouvés en fait. Et lui, ce qui est drôle, c'est qu'il a sa première job au Québec, ça a été dans une maison d'édition. Oh, Ça a été wow! chez VLB, éditeur. Et quand je lui ai parlé de romans que j'écrivais, il m'a dit, ah, bah, écoute, envoie-le-moi, ça m'intéresse, etc. Donc, je lui ai envoyé. Et là, il m'a dit, écoute, c'est vraiment bon, je vais l'envoyer à mon éditeur, je vais le faire lire à mon éditeur. Donc, en fait, la machine est partie un petit peu à mon insu. Donc, il l'a envoyé à son éditeur qui l'a lu, qui a eu un coup de cœur pour Billy. Et bon, comme VLB ne fait pas de jeunesse et qu'il venait se marier en quelque sorte avec la bagnole, bah, ils l'ont transféré à Jennifer Tremblay, qui était l'éditrice à la bagnole à l'époque. Et elle aussi, elle a eu un coup de cœur pour Billy. Donc, en fait, bah, ça s'est fait super bien, contrairement à ce que j'aurais cru. Et toute cette partie-là, c'était vraiment un rêve pour moi. Ça n'a pas continué dans le rêve, mettons, parce que les 2 premiers tomes de Billy sont sortis de façon très rapprochée. Et je pense qu'il y a eu peut-être trop d'expectatives du côté de mon éditeur. Ils en avaient imprimé beaucoup d'exemplaires. Ils ont cru que ça allait vraiment beaucoup se vendre, sauf que bah, premier roman, nouvel auteur, pas beaucoup de publicité. Forcément, je suis passée un petit peu sous les radars, ce qui est en soi, je pense, tout à fait normal. En plus, La Bagnole, c'était leur premier roman pour adolescents.
qui sortait à ce moment-là parce qu'ils faisaient surtout de l'album. Et c'était leur tout premier roman pour adolescents. Donc, en plus, j'arrivais, je venais inaugurer la collection. Donc, c'est encore plus difficile dans Oui, c'est ces vraiment moments-là. nouveauté par-dessus nouveauté par-dessus nouveauté. Maintenant, oui, mais dis-toi que finalement, c'est moi qui ai lancé la section ado à la bagnole et j'en ai fait les frais un petit peu malheureusement. Oui, ils m'ont lâché pour le tome 3 et ils n'ont pas publié le tome 3. Donc, un coup dur pour cette première publication. Et avec du recul, je me rends compte que ça a été tellement génial parce que ça a été une aubaine pour moi. Parce que déjà, le tome 3, je suis partie en autopublication. Donc, ça m'a permis de comprendre les rouages du monde de l'édition. Quand on autopublie son livre, on comprend toutes les étapes, tout ce que ça implique d'éditer un roman. Donc déjà, ça m'a apporté énormément, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez de fonceur et je m'apitoie pas facilement sur mon sort. Donc, on va dire que ça m'a poussée à me dépasser pour continuer et puis apporter un autre projet. Puis c'est comme ça qu'est né BOA finalement derrière. Donc un coup dur, mais un coup de chance aussi finalement. Dans le fond, maintenant, ta série Billy a été rééditée en autopublication par toi-même. Oui, ils m'ont rétrocédé les droits en 2017, la bagnole. Et comme j'avais déjà auto-publié le tome 3 et que le tome 3 n'était pas tout à fait dans le même gabarit que les deux premiers, ça me tannait un peu. J'aime bien que dans une collection ou une trilogie, avoir 3 livres de même dimension. Puis, donc, quand ils m'ont rétrocédé les droits, j'en ai profité pour rééditer le tome 1 et le tome 2 à mon compte. Donc, la trilogie est toujours disponible. J'en suis très fière et puis ça me permet de la présenter aussi dans les écoles. C'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun pour vrai. Justement, on a une question sur l'autopublication plus loin. Pour cette 4e question, peux-tu nous parler de ton travail en tant que réviseur linguistique? En fait, c'est un métier, c'est drôle parce que moi, je suis journaliste de formation, donc je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, si j'aime écrire, donc je devrais aimer le métier de journaliste. Et en fait, pas vraiment, c'est pas la même chose qu'être écrivain, journaliste. Le journalisme d'aujourd'hui, ce n'est plus le même. Moi, je suis arrivée à une époque où le journalisme prenait une autre direction, une direction que j'aimais moins. Donc, on travaille un peu plus dans la précipitation, on va vers le sensationnalisme. Je suis un peu moins proche de ça. Moi, j'aime écrire des romans parce qu'on prend le temps, justement. Je peux prendre le temps de faire des recherches. Puis là, je me retrouvais avec un métier où j'avais jamais le temps de rien faire. Donc, très rapidement, j'ai arrêté le métier de journaliste et je me suis cherchée donc, pendant très longtemps. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait plein de jobs différents. Et un jour, justement, quand j'avais publié Billy, j'ai rencontré une auteure qui était un peu au désespoir parce qu'elle s'était auto-éditée. Elle avait fait réviser son livre et il restait plein de fautes. Et elle me disait, voilà, j'ai payé super cher pour faire réviser mon livre. Je ne peux pas repayer un réviseur, mais mes lecteurs n'arrêtent pas de me dire qu'il y a des fautes et tout ça. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas si bien en français. Si tu veux, je peux te le corriger. Donc, je lui ai corrigé son livre. J'ai aimé ça. Donc, j'ai découvert ce qu'était la révision linguistique. Puis elle a aimé mon travail, ce qui fait qu'elle en a parlé à une amie qui montait sa maison d'édition. Je suis devenue réviseure linguistique pour cette éditrice. Puis de fil en aiguille, ça a commencé à se parler. J'avais des coups de téléphone de gens qui m'appelaient. Et j'avais encore ma job à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais peut-être me lancer en affaires finalement. Donc, je suis aujourd'hui à mon compte depuis plusieurs années maintenant. Et j'adore mon métier vraiment parce que j'ai toujours été excellente en français. Et d'ailleurs, je m'étonne que personne ne m'ait jamais dirigée vers ce genre d'études pour être réviseur linguistique. Je ne savais même pas que ça existait, ce métier-là. Donc, si je l'avais su, j'aurais peut-être fait des études en conséquence. Et puis, en plus, je peux apporter ma sensibilité d'auteur. Donc, parfois, je travaille avec des auto-éditeurs qui ont besoin de reformulation. Donc, des gens qui ne sont pas de langue française maternelle, par exemple. Et le fait d'être auteur, c'est un peu comme faire de la traduction. Hein. Ça me permet de sentir la plume de cet auteur-là, de vraiment la respecter, mais tout en la magnifiant en quelque sorte. Donc, en apportant une touche supplémentaire. Et c'est un travail qui m'amuse énormément. Puis en plus, je travaille avec des maisons d'édition très différentes qui publient des romans très différents. Donc en fait, il n'y a pas de routine dans mon métier. Chaque jour, c'est nouveau, c'est un nouvel auteur, une nouvelle histoire, un nouveau style, un nouveau genre.
Exactement. Puis je trouve ça vraiment le fun. Là, depuis quelques temps, je fais du roman jeunesse, mais des petits romans pour enfants. Alors qu'avant, je faisais surtout des gros romans et je trouve ça le fun aussi. J'ai même commencé à corriger des albums. Et puis depuis quelques temps, bah là, on m'a proposé de faire de la direction littéraire. Donc, je fais du coaching aussi et je m'amuse beaucoup. Puis j'apprends beaucoup pour mes romans aussi. Tu as dit que si tu avais su qu'il y avait un métier de réviseur linguistique, tu en aurais fait des études. Est-ce qu'il y a un autre corps de métier dans le monde du livre qui t'aurait intéressé? Dans le monde du livre, pas spécialement. Moi, je rêvais d'être actrice. En fait, j'adorais la scène. Donc, je rêvais d'être peut-être pas actrice, mais de faire du théâtre, etc. C'était vraiment mon truc. J'aimais ça aussi. J'ai fait un choix, finalement. Mais dans le monde de l'édition, réviseur et coach, c'est vraiment ce qui me plaît le plus parce que je trouve qu'on a les bons côtés. Éditeur, là, c'est de l'ouvrage, puis c'est beaucoup d'administratif. Donc, tu sais, je dis, c'est peut-être un peu moins le fun. C'est ce bout-là, je pense qu'il me plairait moins. Graphiste, peut-être, j'ai une sensibilité graphique aussi. D'ailleurs, avec mes maisons d'édition, on travaille souvent en collaboration pour les couvertures. Puis j'aime ça qu'on me demande mes idées parce que j'ai fait un petit peu de graphisme en journalisme aussi. Et puis j'aime bien ça. Donc peut-être illustratrice, graphiste, mais le problème, c'est que j'ai pas le talent des illustrateurs. Voilà, je pense que chacun son métier et je n'ai pas ce talent-là. Mais si je l'avais eu, ouais, illustrateur, je pense, illustratrice, ça m'aurait plu. Pour cette prochaine question, on va parler de tes œuvres. Donc, tu as écrit plusieurs romans jeunesse qui sont singuliers et d'autres qui sont en trilogie. Que préfères-tu écrire entre les deux? J'ai vraiment un goût très prononcé pour les séries. J'ai l'impression que les mondes sont plus fouillés. J'ai l'impression aussi qu'on a plus de marge de manœuvre pour faire évoluer nos personnages. Et puis, en plus, ben, il y a ce petit côté, OK, le tome 1 sort, ça crée une émulation, etc. Mais c'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. C'est donc que quand un livre tout seul sort, bah, il sort, on en parle un peu, puis après, on a l'impression qu'il tombe dans l'oubli, puis c'est fini déjà. Alors qu'une trilogie, bah, hop, le deuxième sort, boum, ça redonne un peu de vie au premier. Le troisième sort, bah, la trilogie repart. Donc, ça dure plus dans le temps. Les trilogies que j'ai publiées avec De Mortagne, c'est à peu près tous les 6 mois qui sortent. Donc, demi-vie, ça aurait été quand même 2 ans de vie. BOA, 1 an et demi, 2 ans aussi, parce qu'il est sorti en France aussi, donc ça a été un peu décalé. Donc, je peux dire que j'ai presque 2 ans et demi avec BOA de vie pour cette trilogie-là. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Petit bémol, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'écrire des trilogies. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande beaucoup de concentration. Justement, dans mon métier de réviseur, j'ai quand même une belle clientèle assez riche qui me donne beaucoup de travail. Donc, je trouve qu'avec le temps, plus j'avance dans ma carrière de réviseur et de coach littéraire, plus ça devient difficile de trouver le temps de faire des trilogies, de trouver l'énergie aussi, puisque je vieillis. Je trouve ça rafraîchissant parfois d'écrire un livre unique et de se dire à la fin, voilà, je l'ai écrit, il est terminé, je peux passer à autre chose. Il y a un petit côté rafraîchissant là-dedans. Nous voilà maintenant dans la section opinion. C'est une section qui peut paraître un peu difficile, mais on va élaborer un peu sur le monde de l'édition sans pour autant parler précisément d'écriture. Pour cette première question, un débat se forme concernant le terme « vraie littérature » comprenant l'essai, nouvelle, poésie, roman destiné à un public adulte, en parallèle à celui de paralittérature comprenant le polar, la science-fiction, le fantastique, la fantasy et autres. Quelle est ton opinion sur cette distinction des genres et sur le terme « vraie littérature » versus « paralittérature » ? C'est étrange qu'on utilise le terme vraie littérature. C'est comme si la paralittérature était de la fausse littérature. Déjà, ça me chicote un petit peu. Je trouve que c'est spécial parce que je comprends à mon époque, et j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais on utilisait les termes littérature classique, littérature blanche, etc. Pour signifier la littérature un peu plus intellectuelle ou sociale, etc. Et puis la littérature comparée à la littérature de genre qui était
considérée comme littérature un petit peu plus bas de gamme. Je ne sais pas comment c'était à cette époque-là, mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'on a des auteurs incroyablement talentueux des deux bords. Je ne comprends pas que ces termes-là existent encore parce qu'il est démontré, et puis là on l'a vu avec Chronique post-apocalyptique d'une enfant sage de Annie Bacon, qu'on peut écrire de la littérature jeunesse de genre et gagner des prix, gagner le GG, avoir une adaptation cinématographique et faire rayonner la littérature québécoise. Donc, j'ai cité Annie Bacon, mais j'aurais pu en citer bien d'autres. Donc, je crois qu'il va falloir que les termes changent peut-être, mais les mentalités changent. On se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y a du talent partout et surtout que la littérature, la paralittérature, c'est une littérature qui est très travaillée également et dans laquelle on a des thématiques très fortes, très puissantes, qui sont un bon témoignage de notre monde et de notre société. Ça a toujours été le cas, moi je pense à tous les auteurs de science-fiction qui ont toujours pointé du doigt des choses qu'on vivait, des faits de société, mais qui les ont transposés dans d'autres univers. Ça a toujours été le cas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est davantage accepté, davantage lu. C'est peut-être aussi un petit peu plus populaire, pas populaire, mais un petit peu plus accessible. Les auteurs de l'époque en paralittérature ont un réel succès, ont eu un réel succès après. Et c'est peut-être symptomatique du fait que cette littérature-là n'est plus émergente, elle est présente sur le marché, elle est là. Si on parle avec des lecteurs qui lisent de la littérature blanche, de la littérature plus classique, maintenant, il y en a beaucoup qui vont avouer aussi lire de temps à autre un bon polar, un bon roman fantastique, un bon roman d'horreur, parce qu'ils y trouvent leur compte aussi, parce que la structure des romans est bonne, parce qu'il y a une vraie direction littéraire, il y a un vrai travail qui est fait sur ces romans-là. Puis je pense qu'il va falloir que les termes changent. Il va falloir changer le terme de vraie littérature, qui est encore très péjoratif pour l'autre littérature. Si on regarde un peu, on a des auteurs québécois qui écrivent ce qui est considéré comme de la paralittérature, qui ont un énorme succès. Je pense à Anne Robillard, Patrick Sénécal. J'en nomme que deux parmi tant d'autres. Oui. Mais oui, en effet, c'est un grand débat, le terme vraie littérature versus, on pourrait dire, presque littérature populaire. C'est ça. Et pourtant, on a de la littérature, la vraie littérature, j'aime pas ce terme, c'est terrible, qui est populaire aussi. Moi, je pense à Kim Thuy, qui est très populaire, Dany Laferrière, qui est très populaire. Donc, c'est à une certaine époque, on se disait un livre qui marche en librairie, c'est un livre qui n'a pas, il ne doit pas avoir de consistance dedans. Mais je trouve que c'est terrible de dire ça. Ça veut dire quoi? Que les lecteurs sont stupides, que si c'est un livre qui est très vendu, ça veut dire qu'il ne mérite pas le regard de la critique. Voilà. Alors que non, je pense que peut-être que s'il fonctionne, c'est parce que l'auteur a réussi à trouver l'intérêt chez le lecteur. Donc, et aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai. On a des auteurs en littérature blanche qui marchent très très bien, tout comme des auteurs de littérature de genre. J'ai quand même espoir, en tout cas, j'ai cette sensation que c'est en train de changer, que les mentalités changent beaucoup. Oui, parce que moi, personnellement, je voterais pour qu'on appelle simplement ça littérature. Oui, voilà, exactement. Et puis c'est un livre, que ce soit un recueil de poésie ou que ce soit un roman d'horreur. Ça reste de la littérature. Exactement. Et puis, tu sais, à l'école, ça change beaucoup quand même parce que à une certaine époque, enfin moi, en tout cas, à mon époque, on nous faisait lire que de la littérature classique à l'école. Puis on considérait que ça allait nous rendre plus intelligents. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, dans les écoles, tous les livres rentrent. Et puis les enseignants, aujourd'hui, c'est à partir du moment où l'enfant lit, je suis contente. C'est vraiment ça le discours. Puis je pense que c'est le bon discours à avoir. Faut pas obliger les jeunes à lire des romans qu'ils n'ont pas envie de lire. Ça va juste les écœurer, les éloigner de la littérature en général. Il faut vraiment y aller avec leur centre d'intérêt. Et puis, c'est important de connaître nos classiques dans une certaine mesure. Je pense que c'est important, ça fait partie de notre culture. Mais c'est important de lire de tout et de pousser les jeunes vers leurs intérêts aussi. C'est là qu'on voit un peu la différence de génération, car moi, à l'école secondaire,
mes enseignants, ils nous disaient, lis ce que tu as envie. Donc, je pense en secondaire 2, j'ai lu la série Sionra. En secondaire 4, j'ai lu le Da Vinci Code de Dan Brown. Donc, on était quand même dans de la littérature populaire, si on peut l'appeler comme ça. Et même au cégep, outre le fait que dans un cours, je lisais Un homme et son péché de Hervé Gagnon versus un cours de français où est-ce qu'elle nous faisait lire Alice de Patrick Sénécal. Mon Dieu! Donc, c'était vraiment deux cours séparés. Bien sûr, c'était au cégep, mais c'était quand même deux cours de français. Donc, oui, je pense qu'en effet, il faut savoir miser sur plusieurs genres pour qu'on accepte la littérature comme qu'elle est. Exactement. Pour cette question, quelle est ton opinion concernant le pourcentage de rémunération attribué aux auteurs et autrices pour leurs œuvres publiées? Peux-tu faire un parallèle justement avec le monde littéraire français? C'est une question épineuse, hein, je sais. C'est une question sensible aussi parce qu'on a toujours l'impression en tant qu'auteur d'être un petit peu la dernière roue du carrosse, là, traîner la patte et puis sans nous, il n'y aurait pas de projet. Et puis finalement, c'est très difficile financièrement pour la grande majorité des auteurs. Donc je sais que c'est compliqué. Je n'échappe pas à cette règle-là. Quand je vois toute l'énergie que je mets sur mes romans et le chèque qui tombe, souvent, c'est pas en adéquation du tout, hein, ça correspond pas. Mais si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au droit d'auteur, en fait. Donc, le livre, c'est un support qui nous permet, en tant qu'auteur, de rebondir sur d'autres choses, d'aller chercher d'autres sources de revenus aussi. Et ça, je l'ai compris, je te dirais, assez récemment, finalement. Pour moi, j'avais cette image de l'auteur qui vit de sa plume, et voilà, qui fait ce qu'il aime, qui est passionné, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Donc oui, il y a un 10% de droits d'auteur qui nous vient. Alors, si on fait un calcul rapide, vu qu'un best-seller au Québec, c'est entre 2000 et 3000 exemplaires, on comprend que le chèque n'est pas énorme, mais à côté de ça, il existe plein d'autres choses qui peuvent nous ramener, nous rapporter un petit peu d'argent, qui nous permettent d'équilibrer un petit peu ce rapport entre le temps passé sur un roman et finalement les revenus que ça va engendrer. Je pense notamment au programme du droit public. Ça, c'est un chèque qu'on reçoit tous les ans pour les prix en bibliothèque. Ça, il y a encore des auteurs qui ne savent pas que ça existe. Donc, c'est super important d'inscrire ces œuvres au programme du droit public. Il y a les subventions. J'ai obtenu tout récemment ma deuxième subvention du Conseil des arts du Canada pour écrire un nouveau roman. J'en avais obtenu une pour Demi-Vie. Et c'est quand même des sommes substantielles qui permettent, moi, de subvenir à mes besoins pendant quelques temps, je dirais. Donc, ça, c'est une autre source possible de revenus. Après, il y a aussi des bourses régionales. Pour ceux qui vivent en région, il y a possibilité d'avoir des bourses régionales. Il y a les prix littéraires aussi, quand on a la chance d'en faire partie. Mais bon, il ne faut pas que ce soit un but ultime, parce que sinon, ça engendre beaucoup de déception. Et puis, il y a les animations scolaires aussi, qui nous permettent de rencontrer notre public, puis qui nous permettent de faire un revenu supplémentaire. Donc, moi, je vois vraiment le livre aujourd'hui comme un support. Donc, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, voilà, ça, c'est un fait. Donc, à partir de là, bon, je me suis dit, mes droits d'auteur ne sont pas suffisants, c'est évident. Puis, encore une fois, comme je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit, je pense que ça va être difficile de changer ça à court terme. Je pense que le milieu de l'édition n'est pas un milieu très riche, donc ça va être difficile de faire monter les droits d'auteur, de les multiplier dans un avenir proche. Donc voilà, je suis allée chercher d'autres sources de revenus. Et justement, on parlait tout à l'heure du milieu de l'édition, que entre tes romans de mi-vie, il se passait 6 mois, certains qui sont plus longs, d'autres moins longs. Comment ça se passe en arrière-plan? Parce qu'il y en a certains qui croient qu'on écrit un livre, on l'envoie à une maison d'édition, ils font une page couverture, et c'est sur les tablettes, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, là. Non, ça se passe comme ça avec Amazon. Et ça s'appelle de l'auto-édition. Ce n'est pas de l'édition traditionnelle, parce qu'en édition traditionnelle, ça ne se passe pas du tout comme ça, effectivement. Déjà, en édition traditionnelle, le projet qu'on transmet à la maison d'édition est un projet qui est déjà bien abouti. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc on voit parfois un premier jet à une maison d'édition. C'est un risque à prendre. Peut-être que le premier jet est excellent, mais dans l'idéal, il faut avoir retravaillé déjà en amont
son livre, avoir trouvé les sens de son histoire, avoir quand même un bon français malgré tout. Là. Bon, il y a des réviseurs qui vont faire le travail, mais bon, voilà, il ne faut pas que ce soit non plus catastrophique. Donc, un premier travail qui est à faire tout seul dans son coin. Après ça, quand ça arrive dans une maison d'édition, ben, il y a un directeur littéraire ou un éditeur qui prend l'auteur en charge et qui va lire le roman et qui va le rendre tout rouge. Donc, tu as travaillé, tu as réécrit ton roman, tu l'as travaillé pendant 2 ans et tout. Et puis là, il te revient, puis on te demande de tout mettre à l'envers. Mais ce travail-là est super important et je crois qu'il faut vraiment bien le prendre. C'est pas toujours facile de prendre les commentaires de l'éditeur ou du directeur littéraire quand on a passé beaucoup de temps à écrire son roman. Mais c'est toujours pour notre bien. Hein. Dans 99% des cas, c'est pour notre bien. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec ce qui se dit, mais avec ce qui est dit. Mais en tout cas, si un éditeur se pose une question, c'est qu'un lecteur pourrait se poser une question ultimement. Donc, il y a un gros travail à faire de correction avec l'éditeur qui peut faire plusieurs allers-retours. Hein. Ça arrive que, moi, ça m'est arrivé que je fasse des corrections, j'envoie, puis c'est beau, puis tout est beau, puis parfois, c'est revenu 3-4 fois. Donc, je vois, il y a un peu moins de corrections à chaque fois, mais on resserre. Et moi, j'adore ça. C'est une partie du travail que je préfère. Parce que je trouve que mon histoire, il y a quelqu'un d'autre là qui a une vision de mon histoire et qui m'apporte des questions, qui me pose des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, j'adore cette partie du travail. Une fois que ce travail-là est fait, ça peut prendre quelques mois, ça part en révision linguistique. Donc, là, l'auteur pourrait se dire, oh, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Eh bien non, parce que quand le réviseur a fini, ça retourne à l'auteur et l'auteur doit valider toutes les corrections du réviseur. Donc ça, c'est assez long aussi de s'assurer que le réviseur a bien compris, que ces corrections nous conviennent aussi. Une fois que c'est fait, il part en montage graphique. Et le montage graphique est également corrigé. Donc, l'auteur reçoit la maquette de son livre en format PDF et il doit le relire une dernière fois pour s'assurer qu'il ne reste pas de coquilles. Ça, j'avoue que c'est la partie qui est... Oui, parce qu'après un certain moment, l'histoire, on la connaît. On l'a lu et relu. Vient le moment où est-ce qu'on attend juste de l'avoir papier. Oui, et là, c'est si près du but et pourtant si loin en même temps. C'est ça. Et puis, moi, je deviens écœurée de mes histoires à un moment donné. Puis, à force de les lire, j'ai l'impression que c'est ultra mauvais, en fait. Donc, arriver à la lecture sur PDF, là... Il y a des moments, je suis vraiment, mais je suis plus motivée du tout. Mais c'est important de le faire, parce que là, je ne l'ai pas fait pour... là, j'ai laissé vraiment pour le cri de l'océan. J'étais dans le jus. J'étais en train d'écrire le tome 3 de Demi-Vie. J'avais du travail par-dessus la tête avec mon entreprise. Et il y a un correcteur qui m'a proposé quelques corrections sur le PDF. J'ai dit à mon éditeur, regarde, je lui fais confiance. On y va parce que j'ai juste pas le temps de le lire. Là, je travaillais déjà tous mes soirs et tout ça. Et puis, on a trouvé une coquille. Mais bon, ça arrive toujours. Même quand l'auteur repasse, il y a toujours la coquille qui reste dans le livre. On ne sait pas pourquoi. On est 15 à être passés dessus, puis il reste toujours une coquille. Mais ça, il faut vivre avec. Au milieu de tout ça, il y a la page couverture qui arrive. Donc, moi, selon les maisons d'édition, j'ai un rôle plus ou moins important là-dedans. Donc, parfois, c'est de faire des recherches d'images. Moi, j'ai mes éditrices chez De Mortagne, là, elles m'impliquent énormément dans le processus. Donc, elle me demande des concepts. C'est pour le cri de l'océan, chez Héritage Jeunesse aussi. Mon éditeur me dit, mais j'ai pas trop d'idées. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des concepts? Donc là, c'est de faire des recherches pour trouver des images, des choses qui vont nous inspirer. Et puis souvent, quand on écrit, on a des images dans la tête. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher vraiment ce qui se rapproche le plus de notre histoire. Pour cette dernière question, je voulais savoir comment as-tu trouvé l'auto-édition en comparaison avec l'édition dans une maison d'édition agréée? Et en même temps, que penses-tu des maisons d'édition à compte d'auteur? Pour ta première question, j'ai trouvé ça plus difficile, mais en même temps, mon processus n'était pas traditionnel parce que le tome 1 et le tome 2 de Billy, donc j'ai auto-édité, ils avaient déjà été révisés. Le travail avait déjà été fait. Donc, pour cet tome-là, c'était quand même assez facile. J'ai juste eu à le faire monter pour qu'il soit
dans le format du tome 3. Et ensuite, j'ai fait imprimer en quelques exemplaires. Pour le tome 3, ça a été, là, j'étais vraiment toute seule. Donc là, ça a été un peu plus stressant, je dirais, parce que là, j'avais personne, j'avais pas un éditeur, personne pour me dire comment était l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça très insécurisant. Vraiment, j'ai travaillé beaucoup toute seule parce que je manquais de budget à l'époque. Puis bon, j'avais déjà les 2 premiers tomes qui avaient été révisés, donc c'était quand même une certaine continuité malgré tout. Les tomes 3, je trouve ça toujours un petit peu plus facile parce que les personnages sont déjà construits, etc. Mais quand même, c'était stressant en fait. Donc, je suis très contente de pouvoir aider des auto-éditeurs, de les accompagner là-dedans. Puis je suis contente quand ils prennent la peine de le faire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont directement au montage, qui ne font pas ni de coaching, ni de révision linguistique. Et donc, je suis contente quand ils s'offrent l'œil d'un professionnel qui n'est pas leur œil à eux. Je trouve que c'est bien pour eux, c'est un beau cadeau qu'ils se font. Après, Billy, moi, je ne comptais pas le commercialiser. Je voulais le rééditer parce que je sais, il y a des lecteurs qui lisent mes trilogies BOA demi-vie, puis qui me disent ah, j'aimerais bien découvrir Billy. Donc, ils me contactent directement, puis je leur envoie. Mais voilà, je vais pas les mettre dans les bibliothèques, je sais qu'il y a quelques bibliothèques qui l'ont, mais je n'ai pas fait un gros travail de commercialisation et de distribution, mettons. Donc, ça a été quand même de ce côté-là assez facile. Mais pour travailler avec Bouquinbec, je collabore avec Bouquinbec en coaching et pour travailler avec des auto-éditeurs, je sais que c'est beaucoup de travail pour eux parce que une fois que le livre est là, c'est pas fini. S'il n'y a pas un travail derrière qui est fait pour le faire voir, le livre, il peut passer sous silence, puis personne va se rendre compte qu'il existe. Et ça peut être très difficile aussi pour les auteurs, mentalement, psychologiquement. Ils ne sont pas toujours prêts à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que... C'est un peu à l'ego, un peu... Oui. C'est un coup au portefeuille et c'est un coup à l'ego après. C'est quand même un coup assez... quand on regarde tous les professionnels qui gravitent autour d'une maison d'édition, donc je parlais de coaching, de révision linguistique, de graphiste, il y a l'infographiste, il y a l'impression. Enfin, c'est quand même un coût déjà assez important. Et puis, le résultat n'est pas forcément là. Le résultat attendu n'est pas forcément là. Les gens pensent qu'une fois que leur livre va sortir, les lecteurs vont se précipiter pour l'acheter. Puis, il y a beaucoup de désillusions lors de la publication du premier roman. On en vit en tant qu'auteur qui sommes publiés dans des maisons d'édition. Alors, malheur, quand on n'a pas une machine qui nous soutient, si on ne fait pas un gros travail après, c'est compliqué. Donc, ça demande du courage. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de le faire. Il y a de très belles histoires d'auto-édition, il y a des livres de très grande qualité, comme il y a des livres malheureusement qui n'ont pas été accompagnés, qui auraient bénéficié de l'être. Donc il y a un petit peu de tout en fait dans l'édition. Puis ta deuxième question, tu me demandais pour les maisons d'édition à compte d'auteur. C'est un peu ça en fait, c'est que à compte d'auteur, c'est que tu payes et puis on t'offre tous les services, je crois que c'est ça. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de la maison d'édition. Je pense qu'un auteur qui va se lancer là-dedans, le premier travail à faire, c'est de vérifier la crédibilité des maisons d'édition à compte d'auteur. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc, de vérifier déjà le travail qui va être effectué. Moi, on m'a déjà dit que des gens avaient payé quand même des contrats de révision linguistique et que c'était de la révision sous antidote. Je veux dire, c'est quand même, il y a des histoires un petit peu tristes là-dedans. Donc, vraiment de bien se renseigner sur quels sont les professionnels qui vont travailler sur le livre, combien d'exemplaires on nous oblige à imprimer, parce que nous obliger à imprimer 2000 exemplaires, là, c'est énorme. Oui. Écouler 2000 exemplaires, c'est un best-seller parfois au Québec. Ça risque de dormir et de pourrir dans un placard. Donc, de bien vérifier aussi le nombre d'exemplaires qui viennent après. Et puis, magasiner. C'est comme tout, de bien magasiner ces maisons-là. Et puis parfois, on a des maisons d'édition, c'est pas des maisons d'édition, des imprimeurs comme Bouquinbec, justement. Bon, je les cite eux parce que c'est eux que je connais bien.
mais il y en a d'autres qui sont excellents aussi, qui laissent une très grande liberté à l'auteur. Donc, l'auteur est libre de choisir son réviseur, libre de choisir aussi. Ce sont des imprimeurs. Donc, ils travaillent avec des collaborateurs, mais l'auteur garde une grande liberté. Ça, c'est important aussi, je crois. Donc, ils sont plus là pour accompagner l'auteur, leur offrir leur expertise, que ce soit avant la publication, pendant, mais aussi après, parce qu'ils offrent aussi des services de distribution. Donc voilà, ne pas se précipiter. Je sais que quand on a un livre qui est prêt, on n'a qu'une hâte, c'est qu'il sorte, c'est de l'avoir en main. Mais vraiment, les processus dans les maisons d'édition traditionnelles sont très longs. BOA, ça a pris 3 ans entre le moment où j'ai signé le contrat et le moment où il est sorti en librairie. C'est long, mais je crois que c'est un processus qui est nécessaire. Donc, c'est la même chose en auto-édition, ne pas se précipiter. Là, j'ai l'impression de donner des conseils à des gens. Je ne sais pas si c'est ça que tu me demandais, mais il y a une chose qu'il faut garder en tête, vraiment, parce que moi, ça m'est arrivé d'acheter des livres en auto-édition et de ne pas les avoir terminés, malheureusement, parce qu'ils étaient bourrés de fautes. Puis pour moi, c'est rédhibitoire, surtout que je suis réviseur, donc je vois que ça. Donc, je vois juste les fautes. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc, vraiment, quand on veut auto-éditer un livre, voilà, la seule chose que je reproche au monde de l'auto-édition, c'est un manque d'uniformité au niveau de la qualité. Donc, on a des livres publiés en auto-édition qui sont des perles, qui sont vraiment excellents, où l'auteur a fait un vrai travail avec des professionnels pour offrir un livre de qualité au lecteur. Et puis, on a derrière des livres qui, malheureusement, ternissent la réputation de l'auto-édition. Un lecteur qui paye 25 $ pour un livre truffé de fautes, il va peut-être y réfléchir à 2 fois avant de racheter un livre en auto-édition. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, je crois que ça demande quand même un certain encadrement. Et en tant qu'auteur, on a une responsabilité. On a la responsabilité d'offrir le meilleur livre possible à son lecteur. Voilà, ce serait mon message. Un beau message. Je crois que ça conclut un peu notre entrevue. Magali, je te remercie d'avoir été là avec moi à distance. Malheureusement, on ne pouvait pas se voir en personne, COVID oblige. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, tous les liens vont être dans la description pour le site de Magali, ses pages de réseaux sociaux, ainsi que mes pages de blog et de site web. Magali, je te laisse le mot de la fin. Alors, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture, moi, une question qui revient souvent en coaching, en tout cas une problématique qui revient souvent, c'est le blocage. J'ai énormément d'auteurs qui essayent d'écrire leur première histoire et qui bloquent. Et en fait, en creusant, je constate très souvent qu'ils se mettent trop de pression. Beaucoup de gens pensent qu'écrire un livre, c'est l'écrire tout de suite très bien. C'est-à-dire qu'on va écrire un premier jet qui va être parfait tout de suite et qui va être publiable tout de suite. C'est pas le cas. Un roman, on a le temps de l'écrire, c'est ça qui est bien, on a du temps, on n'est pas pris, surtout quand c'est un premier livre et qu'on n'a pas un deadline d'un éditeur, on peut vraiment enlever toute la pression qu'on a sur ses épaules simplement en se rappelant qu'on a la possibilité de retravailler notre texte. Donc moi, le conseil que je donne généralement aux auteurs qui ont ce blocage, je leur dis arrêtez d'écrire avec votre tête, écrivez avec votre cœur, donc sans vous soucier de la forme que ça prend. Mettez juste par écrit ce que vous voulez dire, l'histoire que vous avez en tête. Faites juste la coucher sur papier exactement comme vous l'avez dans votre tête, comme vous la visualisez. On se fiche des fautes d'orthographe, on se fiche de la syntaxe, on se fiche du nombre de chapitres, du nombre de mots, tout ça c'est pas grave, on oublie tout ça et on fait juste écrire. Un petit peu tous les jours si c'est possible, ne serait-ce que 250 mots, là, juste histoire de garder une continuité. Mais vraiment, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au mot fin. Puis une fois que ça s'est fait, une fois qu'on est arrivé au mot fin, généralement on ressent tellement de satisfaction, on est tellement content de nous que déjà on gagne en confiance, on est content de l'avoir fait et puis ensuite viendra le temps d'utiliser notre tête pour corriger et pour réécrire éventuellement. Voilà, puis généralement ça se passe bien quand on fait comme ça. Donc ça c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture. Puis quelqu'un qui veut se lancer dans le monde littéraire, déjà je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans le monde littéraire, c'est quelqu'un qui aime les livres, en tout cas j'ose espérer. C'est le premier prérequis, il faut aimer les livres, il faut aimer lire.
Donc, comme je disais un petit peu plus tôt dans cette entrevue, un artiste doit connaître son art. Donc, il faut connaître les auteurs québécois, mais aussi des auteurs étrangers. Il faut savoir ce qui se fait un petit peu dans les tendances. Il faut connaître le milieu. C'est important de bien connaître le milieu de l'édition. Pourquoi pas de faire des stages pour découvrir ce que c'est, parce que c'est comme tout, hein, on se fait une image d'un univers et quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est pas toujours ce à quoi on s'attendait. Donc, de bien se renseigner sur les métiers qui existent. Il y a des métiers de l'ombre, comme je les appelle. Donc, il y a des métiers qu'on ne soupçonne pas. Comme moi, le métier de réviseur, je ne savais même pas que ça existait il y a encore 15 ans. Et finalement, aujourd'hui, je suis réviseur. Donc, de bien se renseigner sur tous les métiers qui existent. Et voilà, ce serait le conseil, des conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut travailler là-dedans. Et dernière petite chose, on me demande souvent, est-ce qu'il faut absolument faire des études en littérature pour être écrivain ou pour travailler dans le monde de l'édition? Je suis la preuve que non. Et je connais beaucoup d'auteurs qui n'ont pas étudié en littérature ou en création littéraire. Ça peut apporter des techniques. C'est-à-dire que peut-être que si j'avais étudié en création littéraire, j'aurais peut-être tâtonné moins longtemps pour trouver mon style. J'aurais peut-être eu des techniques pour pouvoir tout de suite me lancer dans l'écriture de mes livres. Mais il n'y a pas de parcours type. Parfois, d'avoir un bagage dans un tout autre domaine, ça peut aussi nous apporter de la matière pour nos romans. Donc, il faut y aller avec nos envies. Et puis, surtout, pas de pression, pas de stress.